Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre débat. Vous êtes toujours dans l'émission Le Monde en 7 et vous êtes sur New World Info. Nous sommes donc avec Germain Sossou, homme politique des forces socialistes de l'avenir, le journaliste Louis Kamako, il est également analyste politique, et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo, après la tournée du chef de l'État français en Afrique, on va également parler du Nigeria où Bola Ahmed Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir dans ce pays, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La commission électorale nationale INEC a confirmé sa victoire. Le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New York TV et on revient pour les analyses. Un large sourire affiché par Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir et le président au premier tour de scrutin de samedi, selon la Commission électorale nationale. Ici au QG de son parti, Congrès des progressistes, APC, les partisans exultent. Le dauphin de Muhammadu Buhari, le président sortant, a remporté haut les mains avec 8,8 millions de voix, loin devant ses deux principaux adversaires. Bola Tinubu, le 16e président élu du Nigeria, exprime sa reconnaissance et appelle à l'unité. To you, they want to hear that announcement has been made. Je suis profondément humble que vous m'ayez élu pour servir en tant que 16e président de notre pays bien-aimé. C'est un moment brillant dans la vie de tout homme et une affirmation de notre existence démocratique. Je suis fier de vous servir, d'être votre serviteur et non votre leader, de travailler avec vous et de faire du Nigeria un grand pays. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel à mes collègues candidats pour que nous fassions équipe ensemble. C'est la seule nation que nous ayons. This is a shining moment in the life of any man and affirmation of our democratic existence. Aussitôt, ce résultat donne un vainqueur au candidat du parti au pouvoir dès le premier tour annoncé. L'opposition est montée au créneau pour réclamer l'annulation du scrutin. Of the court. It's already very glaring to all Nigerians. Il est déjà très clair pour tous les Nigérians, sauf si nous faisons semblant de le faire ici, que cette élection n'est pas vraiment juste et crédible. Il est évident pour tous les Nigérians que cette élection est déjà compromise. Par conséquent, si c'est ce que souhaite chaque Nigérian et si c'est l'opinion de tous, la meilleure chose à faire est de rectifier le tir et de bien faire les choses. What has been done and have it done properly. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute fonction du pays. Il succède à Muhammadu Buhari, qui s'est retiré après 2 mandats comme le veut la Constitution. Le nouveau président aura la lourde tâche de redresser le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, plombé par une économie en berne, un fort appauvrissement de la population et les violences récurrentes de groupes armés. Les deux opposants contestent l'élection de Bola Ahmed Tinubu. On l'a dit tout à l'heure, vous aviez écouté le président du parti travailliste. On va écouter également le candidat du parti travailliste, Peter Obi, et quelques Nigérians. This election, as you know, did not meet the minimum standard expected of a Comme vous le savez, cette élection n'a pas respecté les normes minimales attendues d'une élection libre, transparente, crédible et équitable. Elle restera comme l'une des élections les plus controversées jamais organisées au Nigeria.
Le bon peuple du Nigeria, qui travaille dur, a encore été volé. The good and hard-working people of Nigeria have again been robbed. Let me reiterate. And I assure you that good people of Nigeria. Permettez-moi de réitérer, je vous assure, bon peuple du Nigeria, que je vais explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons au Nigeria. And we will prove it to Nigerians. This fraud is annoying. Cette fraude est agaçante. Si je dois vous dire comment je me sens si mal que même les démons dans ma chambre m'aident à me plaindre à propos de leur colère et de leur Mais je comprends, j'ai oublié que ce pays est une fraude dans son ensemble. C'est une fraude. From the beginning to the end is a fraud. Je ne sais pas si mon vote a compté ou pas. Ce que je sais, c'est que les Nigériens ont parlé. Les gens ont choisi leur président. Malgré tout, même si mon vote n'a pas compté, je sais que les votes des autres comptent. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'un président qui va unir le pays. Et nous sommes très heureux. Alors, Germain Sossou, quand on suit l'élément réalisé par Florence Kwekpaté de la rédaction Info de New World TV, quand on suit également les différentes réactions, est-ce qu'on peut dire que le Nigeria aujourd'hui est divisé? Non, vous savez, ce qu'il faut peut-être pour ne pas trop terner sur la question proprement dite que vous m'avez adressée, c'est la division, vous savez, elle est devenue récurrente. Et en Afrique, depuis la démocratisation en 90, nous ne sommes pas encore parvenus à arriver à constituer des groupes, non pas d'opposition en termes de guerre, combat, mais d'opposition idéologique. C'est normal que les gens puissent être divisés idéologiquement. Mais lorsqu'il s'agit d'un intérêt capital, au-delà de l'idéologie, après, on devra normalement se retrouver. Mais ce qu'il faut dire, moi, je retiens véritablement de ce qui s'est passé au Nigeria. Déjà qu'on avait, on menait des réflexions là-dessus. C'est que vous allez, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un scrutin où il y a eu davantage d'abstention. Et les abstentions aujourd'hui, c'est légion dans presque tous les pays africains. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que dans tous les pays africains, l'électorat est jeune. Vous savez, c'est les jeunes qui sont nombreux. C'est eux qui votent massivement. Donc, ils ont fait cet exercice pendant une certaine dizaine d'années. Et à un moment donné, il y a eu une grande déception. Donc, maintenant, vous allez voir que quand on engage les élections, c'est les jeunes, ils sont nombreux, ils ne veulent plus participer. Et vous allez remarquer qu'à l'exception de quelques présidents qui sont jeunes, dont certains ont pris le pouvoir très jeunes qui ne veulent pas partir, vous avez dans la quasi-majorité des chefs d'État, c'est des anciens. Vous comprenez, c'est des anciens. Donc il y a une sorte de captation du pouvoir par l'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont pratiquement absents, qui auraient bien voulu saisir l'opportunité de la démocratisation pour exprimer leur capacité de faire. Démontrer à mon cher ami ici, Firmin, qui sont capables d'une Afrique nouvelle, mais c'est une sorte de coup d'État envers ces jeunes qui a été opéré à un moment donné. Donc vous allez voir que les quelques même occasions qui ont été données à des opposants, des anciens opposants comme l'ancien président guinéen qu'on a fait le coup d'État, Alpha Condé, je vis aussi une déception. Donc les jeunes sont arrivés à un stade où ils ne savent plus vraiment si la démocratie là, telle qu'on leur a présentée dans les années 90, était vraiment quelque chose de bien pour eux. Parce qu'à des instants de décision, ils sont systématiquement mis à l'écart. C'est comme quand vous prenez la décentralisation, par exemple au Togo, vous allez voir que à quelques exceptions près des maires, l'ensemble des maires, c'est des anciens. Vous voyez? Donc tout est fait pour les décourager. Et donc, mis à part donc cette déception mais il y a aussi aujourd'hui la fraude qui est devenue une règle.
Avant, les gens volaient même en cachette. Donc, vous pensez qu'il y a eu fraude au Nigeria? Les gens volaient en cachette. On a vu des vidéos circuler. Les expériences sont parties des pays de la sous-région où on donne 2000 francs aux gens pour aller voter. Après, on compile les résultats, on prend les gens dans les avions, on change les... Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. C'est dommage, c'est ce que tout le monde fait. Et en le faisant, on tue la démocratie. Donc, on est arrivé... En fait, ce qui s'est passé au Nigeria, et vous allez voir que quand on est sorti, c'est vrai, on dit 3 jours, mais aucune réaction. Aucune réaction. Le monsieur qui a été élu, il en a droit. Il a 71 ans. Il a 71 ans. Alors que l'État du Nigeria serait été même une très bonne chose que ce soit quand même... c'est pas, un jeune. Oui, mais... un jeune par rapport aux autres. Oui, vous voulez parler de Peter Obi, 61 ans. Oui, mais voilà. Qui aurait pu comprendre la situation des jeunes, impulser le Nigeria, orienter le Niger vers des enjeux nouveaux. Aujourd'hui, quand vous prenez le chef de l'État, c'est vrai, il faut le faire. Quel que soit ce qui a été... Il est proclamé chef de l'État, on prend acte. Mais vous allez voir dans les images qu'il dort pratiquement. Mais ça, c'est même pas... On a vu d'autres chefs d'État qui, vous m'excusez, ils étaient debout, ils n'arrivaient pas à se tenir, qui faisaient des besoins et restaient debout. Vous avez d'autres qui dormaient. C'est inconcevable en Afrique. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Cette jeunesse ayant été abandonnée, et elle a finalement compris que jamais l'élection ne sera jamais transparente en Afrique. Et ça aussi, ceux qui ont été les essais en disant mais allez-y vers la démocratie, observe ça, c'était pour des intérêts. Donc aujourd'hui, c'est là où nous sommes arrivés. Donc ce qui s'est passé au Nigeria, les résultats que nous avons eu aujourd'hui, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'abstention, malheureusement, de ces jeunes-là qui sont en train de se détourner complètement de l'action politique. Et vous allez voir que ça va être la même chose dans pratiquement tous les pays africains. Parce que vous avez pratiquement les mêmes résultats depuis un certain moment. Alors, Firmin, quand on parle de cette panne au niveau surtout de l'informatique, surtout, c'est à partir de cela, les opposants disent que quelque chose a été gousillé pour qu'on puisse perdre les élections. On a écouté tout à l'heure Peter Obi. Eux, ils n'avaient pas les moyens pour contrecarrer. Alors pourquoi ils sont allés à cette élection-là? Quand vous n'avez pas les moyens suffisants pour faire de la politique, alors restez chez vous. La politique, c'est une question de moyens. Comment est-ce que la politique, une seconde. Il y a une panne technique. Atikou Boubacar avait les moyens. On parle moyens. de panne technique. Est-ce que c'est l'opposition qui organise les élections pour je dis, quand vous n'avez pas les moyens. Quand je n'ai pas les moyens. Quand vous n'avez pas les moyens pour contrecarrer les élections. Parce que moi, je suis fatigué que les opposants nous disent, que les opposants nous disent qu'il y a fraude. Mais je vais revenir à ça. Une seconde. Lui, quand je vous laisse parler, laissez-moi parler. Non, mais je vais revenir à ça. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Mais vous avez, j'aimerais ce soir énumérer 3 points importants en parlant tout d'abord de la division. Vous voulez poser une question par rapport à la division. Vous savez, j'ai compris que la politique, en réalité, c'est un jeu dangereux qui divise. Moi, je me rappelle en Hollande, lorsqu'il affrontait Sarkozy le 2 mai 2012, sur le plateau, il a dit, Nicolas Sarkozy, avec vous, la France est divisée. Vous avez fait que diviser la France. Et on a vu qu'en réalité, l'élection, en fait, divise la France. C'est pour cela que moi, je n'aime plus trop les primaires dans les partis. Parce que les primaires... Lui non plus n'a pas réussi, hein, François Hollande. Oui, non, il n'a pas réussi non plus. Les primaires divisent, au fait. C'est pour cela que le Parti socialiste, il a essayé les primaires. Après, maintenant, le parti est parti en lambeaux. Ça a déchiré le parti, la droite. Maintenant, vous avez vu. Donc, les primaires, les élections, en réalité, ne font que diviser. Et surtout en Afrique, où les clivages sont tellement importants, il faut essayer de faire seulement attention. C'est pour cela que ceux-là qui parlent trop de démocratie, la démocratie qu'on nous a vendue, ça ne fait que nous diviser. On peut revenir à ça après. Maintenant, la deuxième chose, quand... Et donc, il faut le retour du parti unique. Non, je dis il faut c'est une adaptation aux réalités africaines. C'est pas que ce n'est pas que je fais l'apologie. Non, vous en avez le droit. Vous êtes libre penseur. Si vous voulez, vous pensez que la démocratie, c'est pas bien pour les Africains. Non, moi je dis qu'en réalité... nos partis uniques, vous pouvez le dire. Non, moi je dis par exemple, les 30 dernières années ne nous ont pas véritablement servi parce que la démocratie... La démocratie nous a tellement coûté qu'en réalité, on n'en a rien trouvé pratiquement. Maintenant, quand il parle de jeunes, il élève, il encense la jeunesse. De quelle jeunesse parlez-vous, jamais Sossou? De ceux-là qui font des coups d'État? Assimi Goïta, quarantaine, coup d'État, 2 coups d'État. Ce jeune, vous voulez qu'on le suive? Ce jeune-là, vous voulez qu'on le suive? Mais c'est un violent, c'est un criminel constitutionnel. Deuxième chose, Ibrahim Traoré, un jeune, 35 ans. 35 ans, ok. Vous voulez qu'on le suive? Celui-là qui fait un coup d'État, c'est de ce jeune-là vous parlez.
Mais c'est des gens qui font peur. C'est des gens dont sont ensuite des partis. Mamadi Doumbouya, qui fait un coup d'État. Et qui tue les gens. Qui tue les gens. Maman Déby, ou bien ça, c'est pas... Non, Maman Déby. Maman Déby. Son père est mort. Il vient au pouvoir, il peut tuer les opposants, les jeunes, il emprisonne des jeunes, la jeunesse africaine. C'est de ces jeunes-là dont vous parlez, ces violents-là. Mais ce sont eux plutôt qui détruisent le continent. Moi, je n'ai pas besoin de ces jeunes-là. Parce qu'avec ces jeunes, la démocratie, c'est du recul. On ne peut pas construire notre continent avec ces jeunes poutines, ces jeunes qui tuent. Qui décime notre continent. Ce n'est pas bien. Maintenant, l'autre chose. Pour chuter, les Africains doivent comprendre que, je vais reprendre ceci. Vous savez, je suis un peu dans la géopolitique. Vous savez que nous avons un centre de géopolitique. Le centre firme était quoi? Quand il y a de ces élections-là, moi je dis, mais qui serait derrière ça? Qui serait derrière X? Qui serait derrière Y? Les opposants nigériens devraient comprendre que Bola Tinubu, il est américain. Il a fait ses études aux États-Unis. En Afrique, il y a des pays qui sont tellement, dont les États-Unis sont tellement attachés. Il y a le Nigeria, le Libéria, le Kenya, le Ghana, le Libéria, vous avez vu l'actuel, comment il s'appelle? George Weah, il avait gagné en 2005. Par deux fois. Par deux fois, face à Sirleaf Johnson. Mais les Américains ont dit, non, ici, le pouvoir, ce n'est pas un terrain de jeu. Non, revenez à nous. Vous allez étudier, donc il est allé aux États-Unis se faire former, après on lui a remis le pouvoir. Donc les Nigériens les opposants nigériens devraient comprendre qu'en réalité, Tinubu il est américain. Donc Buhari aurait négocié avec le pouvoir américain et on lui dit, mais place ton dauphin et puis il a placé. Donc vous devez comprendre tout ça. Maintenant quand vous parlez de fraude, mais les fraudes, ça n'en manque pas. C'est-à-dire c'est devenu un sport tellement pratiqué que dans les pays occidentaux, même on le fait. Au Parti Socialiste en 2008... Vous êtes d'accord qu'il y a eu des fraudes? Non, attendez, on dit... Non, je dis, au Parti Socialiste, en 2008, lors des... Ségolène Royal a dit que Martine Aubry a fraudé les élections. Vous imaginez? On a fraudé avec des preuves palpables à l'appui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Les fraudes, encore qu'en Afrique, on n'a pas les moyens suffisants. On n'a pas les moyens suffisants. Non, ces élections-là, mais c'est normal que ce soit fraudé. Parce que les opposants n'ont pas les moyens pour pouvoir contrôler. Les élections qui viendront au Togo, c'est normal que les Togolais acceptent la fraude. Non. En tout cas, non, pour le moment. Vous avez non, regardez pour le moment. Je pose la question, je suis Togolais. C'est pour cela que je dis. Puis au Togo, nous avons ce même problème. J'ai posé juste. Non, attendez. Non, je vais répondre. La question est pertinente. Moi, ce que je dis, moi, je n'ai pas encore vu de fraude. Au Togo. Je suis journaliste, chroniqueur politique. Moi, je dis. Même les images où on a... Je m'attache au fait. Non, une seconde. Je parle. Les gens ont couru avec les journalistes. Non, je m'attache au fait. Tu as vu ça? Je m'attache au fait. Attendez une seconde. Je m'attache au fait. Je dis, les opposants qui disent, on nous a fraudé, mais invitez-nous en conférence de presse et présentez-nous votre victoire. En bloc, vous dites qu'en réalité c'est vous qui avez gagné. Résultat bureau de vote, pas bureau de vote. Du moment où vous n'arrivez pas à prouver votre victoire, alors laissez-nous tranquilles. Alors, Louis Kamako, qu'est-ce qui a milité en faveur de Bola Ahmed Tinubu? Bon, d'abord, je voulais dire un truc, c'est-à-dire que le monde en sait, si l'objectif c'est de se mettre dans la peau d'un humoriste et faire rire aux téléspectateurs, je pense que Firmet Tekwa a réussi. Est-ce que Firmet est un humoriste? Il a touché du doigt des réalités. J'ai dit, mais ça dit, si il faut se mettre dans la peau d'un humoriste. Non, ce que je dis est tellement grave. Ce que je dis est grave. La réalité. Je suis convaincu, ce que je dis est grave. Mais c'est que vous vous amusez avec la vie des Africains, Louis Kamako. Comment est-ce qu'il peut se toucher du doigt les moyens venant de l'opposition quand on parle d'une élection qui a été truquée? Les élections ne sont pas organisées. Vous voulez parler de la panne informatique? Oui, la panne, ça revient justement. Tout comme au Togo, ce qu'on avait à la commission qui est chargée d'organiser, de superviser les élections, de mettre les moyens adéquats à sa disposition. Et là, le Nigeria ne peut pas nous dire qu'il n'a pas les moyens. S'ils l'ont fait, c'est à dessein. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les manipulations, les fraudes, ça énergise dans toutes les élections. Ça, ne nous voilons pas la phrase. Mais c'est-à-dire que quand ça devient trop criard et que ça saute au jeu, on doit contester. Et c'est ce que ces opposants sont en train de faire. Est-ce que vous voyez? Et donc, ils l'ont tous dit. Il a parlé également de la jeunesse africaine. Oui, la jeunesse en réalité. Pourquoi il cite Assimi Goïta? Assimi Goïta et Ibrahima Traoré
ces jeunes-là... Ce ne sont pas des jeunes. Et puis il fait sortir d'un contexte. Il est fait sortir d'un contexte. On a l'impression qu'il a un problème avec eux. Moi, je ne le dirais pas. Mais ce que je dis, c'est-à-dire que Fimé, il est sorti du contexte. Oui. On parlait de admis à Ibn Traoré. Traoré a 35 ans. S'il a eu ce courage-là de destituer un chef d'État, ça veut dire qu'il a quelque chose en tête. Non, mais ce courage. Donc, cela dit, quand vous avez votre courage, vous avez un coup d'État. On parle de jeunes. Mais essayez juste d'approcher ces jeunes-là. Comment on va les approcher? Comment approcher les violents? Les criminels constitutionnels. Cherchez à savoir le mobile de leurs actes. Ils vous diront qu'ils en ont marre de l'insécurité grandissante dans leur pays. C'est ce qu'ils ont. Et depuis qu'il est là, il assure la sécurité des Burkinabés. Il y a déjà des centaines de morts, vous le savez. Mais chez toi, je voulais que je présente la cifre. Il y a 51 soldats tués, 15 soldats tués. Il y a des civils qui meurent tous les jours. C'est cela que vous voulez suivre? Non, mais on doit aller au Togo pour un sujet intéressant. Un mois, tu veux juste donner une semaine à Simi Geta ou à Ibam Traoré pour mettre fin à l'insécurité dans leur pays respectifs. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Alors qui quitte le pouvoir? Ce sont des jeunes qui, moi, à mon avis, sont des modèles. Asmi Gota, Traoré, Doumbouya, ce sont des modèles. Parce que parce qu'ils ont fait le coup d'État. Des petits modèles pour vous. Mais lui, vous êtes devenu dangereux pour la République. Si ceux qui sont au pouvoir font leur mission convenablement, il n'y aura pas de coup d'État. En Guinée, par exemple, le professeur Kondo n'a pas été destitué parce que il fait bien les choses. C'est juste parce qu'à un moment donné, il s'est entêté, il s'est présenté un troisième mandat qui a été justement bien légal, mais qui est illégitime. Qui a été réprimé par celui qui est venu faire le coup d'État. Voilà, donc vous allez... Et quand il réprimait? Il y a l'insécurité grandissante, il y a la gabégie qui est galopante. Et depuis qu'il est là? Il y a une population qui a faim. Donc il y a des jeunes dans l'armée qui veulent justement prendre leurs responsabilités, permettre en fait aux Maliens de vivre maintenant librement. Au Nigeria. Ouais, au Nigeria, aujourd'hui, nous avons cette situation. On l'a vu. Bola Tinubu, qui représente le président sortant, Mohamed Buhari, qui a d'ailleurs un bilan assez catastrophique, qui a laissé le pays dans une paupérisation totale. Le pays, l'insécurité demeure. Or, sous Goodluck Jonathan aussi, c'était la même chose. Mais Mohamed Buhari, quelle était sa promesse de campagne? Lutter contre l'insécurité, balayer la maison. Les groupes djihadistes, ils ont élu domicile au Nigeria. Donc c'est un bilan chaotique. C'est un bilan chaotique. Maintenant, pour tout peuple inconscient, et je pense que c'est ce que sont les Nigérians, ils sont des conscients. Ils n'iront pas voter Bola Tinubu qui représente le président. Donc vous pensez que ce que INEC a fait sortir, c'est un faux résultat? C'est un faux résultat. Il y a des irrégularités. Et là, et pour une première fois, même les observateurs internationaux l'ont reconnu. Firmin a reconnu ici que les résultats se préparent par l'Union européenne l'a reconnu, qu'il y a des problèmes logistiques. Et il y a des électeurs qui ont été privés de remplir leurs droits. Et ça, ils le disent souvent, les commissions. C'est rare de le voir dire. Combien de fois vous avez vu un observateur international dire ici au Togo que les élections ne sont pas déroulées dans de bonnes conditions? Non, donc au Togo, ça c'est bien, ça se passe toujours bien. C'est ce que Firmin dit. Oui, mais j'ai envie de poser une question. J'avais envie de poser une question au Nigeria pour dire que réellement, exactement, il y a eu des irrégularités qui peuvent justement amener la CENI ou bien la commission chargée d'organiser les élections de l'annuler. Et là, je pense que Firmin dit qu'on n'a pas les moyens. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu justice crédible en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être opposant et vous mettre à signer peut-être un parti politique qui est au pouvoir au tribunal et vous aurez gain de cause. C'est aussi ça. Donc le moyen en réalité, ce sont ceux qui nous gouvernent qui ont les moyens à leur disposition. Alors hommes politiques, ils ont tous les appareils à leur niveau. Donc eux, ils se peuvent permettre n'importe quoi. Justement au Nigeria, je crois que le jeune Peter Obi, il a promis justement d'aller devant les juridictions. Ça veut dire qu'il vous pensez qu'il aura gain de cause? C'est aussi ça. J'ai dit on l'a vu au Kenya. Si la justice était équitable, le problème n'allait pas se poser. Mais je me dis que pour des pays africains, nous sommes dans des pays africains et souvent il est difficile et même impossible pour un président d'organiser une élection et de les perdre. Je le dis clairement aujourd'hui. Mohamed Buhari ne s'est pas présenté, mais il a placé son alter ego qui est Bola Tinubu, qui est en train de justement de damer les pions. Une élection qui est visiblement contestée. C'est-à-dire que ça fait partie des élections les plus contestées au Nigeria. Alors, dernier mot sur ce sujet, on va filer au Togo. Élection contestée au Nigeria. Tout à l'heure, Louis Kamako le disait que les observateurs ont dit qu'il y a eu des fraudes.
Mais on a écouté le chef de la mission du Commonwealth, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Il y a également le chef de la mission de l'Union africaine, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Et le chef de la mission de la CEDEAO, il y avait Nkrumah, je pense, l'ancien président, c'est un ancien président d'un pays également. Tous ont dit que ça s'est bien passé. Oui, je voulais rapidement répondre à votre question, avec votre permission, répondre à mon ami Firmin, pour dire qu'il a donné des exemples des jeunes en Afrique qui ont pris le pouvoir sur la base d'un coup d'État. Donc personnellement, tout le monde sait que moi, je suis contre les coups d'État. Sauf que je voudrais rappeler à mon ami Firmin qu'il y a plusieurs formes de coups d'État. Les coups d'État dont tu parles, c'est des coups d'État militaires. Vous savez qu'il y a des coups d'État constitutionnels. J'avais envie de poser la question de savoir si le président de mon pays, le Togo, M. Faure Gnassingbé, est un exemple. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un modèle? Vous répondrez tant que vous aurez les choses. Mais je me souviens quand même, moi, que quand le chef de l'État Yadema fait à son ami mort, c'est les militaires qui ont fait allégeance à Faure Gnassingbé. Et depuis lors, il n'est jamais descendu du pouvoir. Est-ce qu'il est un modèle? Maintenant, est-ce que ça, ce n'est pas un coup d'État? Vous aurez l'occasion de répondre. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est... Oui, mais quand les gens disent que ça s'est passé, ça rentre toujours dans ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élections, c'est une sorte de façade. Tout se prépare par anticipation. Ouais, je parlais de Ernest Bai Koroma, qui est l'ancien président Sierra Leone. Tout se prépare par anticipation. Et au nom des intérêts internationaux, on dit que sur la base de tel problème, la communauté internationale a tel problème, il ne faut pas arriver à l'alternance, il faut permettre que les gens continuent, tout ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été fait au Nigeria. Je regrette. Mais il y a quelque chose que je retiens de positif. De positif au Nigeria. C'est-à-dire que... Vous voulez parler de l'alternance? Oui, même si les gens qui tiennent on continue pas à tenir le pouvoir, voilà, ils ont fait en sorte que ce soit une autre personne qui arrive au pouvoir. Vous voyez, non? C'est vrai que ce n'est pas de l'alternance, mais au moins, ils ont donné la chance à ce que la personne ne s'est pas maintenue au pouvoir, vaille que vaille, comme on voit ailleurs. Comme on voit chez moi, où c'est la même personne, plus de 20 ans, et peut-être ça va être 25 ans, ça va être 30 ans. Donc, où est le modèle dans tout ça? Est-ce que c'est celui qui dit, bon, chez moi, il y a des problèmes? Est-ce qu'en face, il y a quelqu'un pour concurrencer le président de votre pays? Il y a ça aussi. Il y a personne dans votre peau, en tout cas. Il y a personne pour concurrencer qui? Vous êtes là, non? Le président Faure Gnassingbé? Il y a personne pour le concurrencer à l'élection prochaine? Vous êtes là, non? Non, je dis, c'est la question que vous avez posée. Oui. Mais c'est diantre. On ne va pas faire l'histoire du Togo ici. Il y avait eu des gens pour le remplacer, il n'a jamais été d'accord. Bon, Firmin, avec tout le respect. Est-ce que c'est lui ou bien ce sont les élections? On a vu, on passe toujours par les élections qu'il a eu à gagner. De toutes les façons, jusqu'à ce que Firmin me démente un jour, je reste persuadé, moi c'est mon opinion, que l'actuel président de la République togolaise ne descendra jamais du pouvoir. Donc, si les forces démocratiques ne s'organisent pas pour véritablement, il ne descendra pas. Donc, il va encore se présenter en 2025. Et comme ça se fait un peu partout. Vous voyez que le Togo n'a pas vous le permettez, comme vous aimez parler du Togo, on va aller au Togo, comme ça vous serez peut-être à l'aise. Le ministre togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires veut savoir sur les récentes activités des organisations non gouvernementales, ONG, dans certaines régions du Togo. Payadou Aboukouti a exigé mardi des préfets des Savanes, Kara et Centrale un rapport détaillé des associations et ONG ayant mené ces derniers mois des activités dans leur préfecture. Dans une note en date du 28 février, le ministre d'État fait le constat selon lequel plusieurs associations et ONG entament ces derniers temps une escadre d'activités diverses dans les régions centrales, Kara et de la Savane. Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être Firmin Tekouago. Firmin. Alors, qu'est-ce qui peut motiver cette sortie du ministre Payadou Aboukouti, ministre d'État, ministre de la décentralisation? Non, la réponse est simple, c'est la situation sécuritaire.
cette histoire d'ONG là, ça ne sort pas demain. C'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. C'est-à-dire, le gouvernement veut veiller au grain pour que les terroristes ou ces criminels là ne se transforment pas. Où on voit des gens qui créent légalement des ONG ou des associations, mais après qui vont massacrer leurs concitoyens au nord. Ça, c'est une décision que moi je trouve salutaire. Oui, salutaire, surtout sur le plan sécuritaire. Donc, ça va permettre d'identifier qui fait quoi et comment. Et là, ça pourrait aider aussi sur le plan sécuritaire à contrôler au mieux cette zone-là. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est pour répondre à Germain Sossou quand il disait qu'il y a eu un coup d'État ici aussi. Vous savez, c'est pour cela que constitutionnel, bien sûr. C'est pour cela que moi j'ai une forte admiration pour les militaires togolais. Je l'ai plusieurs fois dit ici. Ça, je vais le dire aujourd'hui devant l'homme politique Germain Sossou. J'insiste, l'homme politique. C'est pour ça que moi j'ai une forte admiration pour les militaires togolais. En 2005, lorsqu'il y a des mains morts, les militaires... Les officiers. Les officiers, voilà. Bien sûr. Merci pour la précision. Les officiers ont constaté, regardez, hein, la vacance du pouvoir. Ils ont constaté la vacance du pouvoir. Sur ce point, est-ce que c'est le militaire de constater attendez, une seconde. Non, vous avez parlé, je vous ai laissé. Non, vous êtes... Non, permettez que je demande. Permettez, je n'ai pas fini. Donc, les militaires ont constaté ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui constate la vacance du pouvoir. Là, ils ont péché. Voilà. À partir de ça, c'est fini. Une seconde. Je crois qu'il faut être... Non, attendez, jamais Sossou, je vous laisse parler, permettez que je parle. Les officiers ont constaté la vacance du pouvoir. Ils ont remis le pouvoir au fils du général Faure Gnassingbé. Ça s'appelle comment? Faure Gnassingbé. Ils ont constaté. Une seconde. Non, attendez. Ils ont constaté la vacance du pouvoir. Ils ont remis le pouvoir au fils du général. Maintenant, qu'est-ce que... Maintenant, eux-mêmes, regardez encore. Eux-mêmes, ils n'ont pas exercé le pouvoir. Ils se sont retirés du jeu. C'est pourquoi vous admirez... C'est pour ça que j'admire les militaires togolais. Ils ne sont pas comme Assimi Goïta. La pression également sur le président Faure. Oui, et puis, il y avait une pression internationale. Là, c'est là où je vais vous dire que le président togolais, il est un modèle. Après, il y a une pression internationale. Il est arrivé au pouvoir le 16 février. Maintenant, il y a une pression internationale. Les militaires qui se sont retirés, dans leur caserne. Maintenant, il y a une pression internationale. Et le 24 février, Faure Gnassingbé a démissionné. Après, il a participé légalement aux élections. Il a gagné avec brio. Il a gagné avec plus de 60%. Maintenant, l'autre chose aussi, et les forces socialistes de l'avenir. N'oubliez pas. Attendez. Qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de se présenter? Il est venu, il a trouvé une constitution qui ne limite pas le mandat. Vous serez à sa place, vous ferez quoi? Maintenant, il a eu le courage de limiter le mandat. Mais au moins sur ce point, peut-être moi sur la place, je ne l'aurais pas fait. Parce que la limitation de mandat, elle est antidémocratique. La limitation de mandat, elle est antidémocratique. Mais vous, on l'a forcé et il a limité le mandat. Donc sur ce point-là... Qui a limité le mandat? On a limité le mandat à l'Assemblée nationale. C'est lui-même qui a permis à ce qu'on limite le mandat. C'est lui qui a permis ça. Parce qu'il n'aurait pas permis, on n'aurait pas limité. Qu'est-ce qui... justifie selon vous la sortie du ministre Parado Aboukbessi? Oui, mais avant de répondre, je voulais aller on perd le temps, il faut éclairer le concitoyen. Je ne vais pas surfer sur ce que dit, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais juste dire que vraiment nous avons des hommes entrés qui font du bon boulot au travail. Donc je voulais juste profiter, ça c'est une parenthèse, tu vas m'accorder en fait, de saluer l'officier Sigbédi Ambroise et le lieutenant-colonel Nkekezi. Donc vous confirmez, ils font du bon boulot. Non, les militaires font du bon travail au nord. Surtout ceux qui font les citoyens. Donc ces deux-là, ils font partie. Les jeunes officiers, les jeunes officiers qui arrivent. Maintenant, le terrorisme, la décision. Ils font du bon boulot. Je pense que la note du ministre le dit, que c'est compte tenu de l'état d'urgence sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la région des Savanes a été décrétée, ou bien le gouvernement a décrété depuis le 13 juin 2022 l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Donc c'est la raison qui a été évoquée. Maintenant, la question que beaucoup de gens se posent, la région de la Kara et la région de la Centrale ne sont pas en état d'urgence sécuritaire. Pourquoi est-ce qu'on va demander justement aux organisations non gouvernementales ou bien aux associations peut-être on anticipe qui exercent là aussi de un rapport. Et là, il faudrait que le communiqué soit clair, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'interpréter. C'est aussi ça, c'est-à-dire que quand vous ne communiquez pas clairement,
vous donnez libre cours à toutes sortes de sentiments, à toutes sortes de commentaires qui font que les gens vont de dérapage en dérapage. Donc le communiqué aurait pu situer clairement que il y a justement l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, mais compte tenu de la progression du mal, compte tenu de la progression des attaques terroristes, nous ne voulons pas que la région de Kara, la région de la Kara ou bien la région centrale aussi soit surprise à un moment donné. Donc que nous sommes dans une démarche anticipative. Maintenant, à la lecture des choses, je pense que quelqu'un l'a dit, nous avons un gouvernement qui est aujourd'hui dans la logique de qui anticipe. C'est-à-dire, on veut justement, si on veut se laisser surprendre. J'ai toujours souvenir de cette histoire du 19 août. Et là, et quand ça s'est passé, on a vu la communication du gouvernement. On a vu combien de fois les autorités d'alors étaient déterminées à nous dire qu'il y aura plus un 19 août ici au Togo. Donc, on est dans la réaction. Vous pensez que c'est ça qui pousse le ministre à prendre cette décision? Je ne dis pas. Moi, je ne fais que analyser les choses parce que tout à l'heure, je disais que... Donc, vous pensez qu'il y aura encore un 19 août? Je ne le dis pas. Je ne sais pas moi qui ai occasionné le 19 août. Je ne suis pas l'investigateur 19 août, non. Mais bon, pas... Maintenant, et c'est ce que je dis, il va falloir qu'on communique clairement pour ne pas donner... vous voulez plus d'éclaircies dans le communiqué. Aux commentaires pas désagréables. En fait. Bon, d'abord, merci, mon cher ami. Oui, il faut que nous soyons clairs avec les Togolais. On est dans une situation pour il faut être clair. D'abord, j'associe ma voix à celle de mes confrères pour dire que il faut rendre hommage à nos frères militaires qui font face. J'avais même dit que j'aurais aimé qu'on leur procure du matériel parce que j'estime qu'ils n'ont pas le matériel adéquat. Parce que pour moi, les soldats qui sont là-bas, ils doivent sortir, c'est dans des chars. Donc si le gouvernement peut, ils n'ont qu'à acheter les chars, ils n'ont qu'à acheter les moyens de communication pour leur permettre de combattre les choses. Et sur ce plan, il faut féliciter les militaires, il faut même les rendre hommage. Mais par rapport à ta question, nous sommes sur un terrain politique. Et je voudrais rappeler, je suis déçu de mon frère Firmin, qui plus est responsable d'un centre qui parle de la politique internationale. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Tout le monde, vous savez ça. Si vous ne savez pas, moi je vous rappelle. Nous sommes dans une année électorale. Cette année, il y aura les élections régionales. Il y aura les élections législatives. Et je rappelle que les élections législatives vont préparer les élections présidentielles de 2025. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Maintenant, vous avez bien dit, je remercie mon ami qui m'a anticipé, parce que moi, avant de venir ici avec le collège de mes camarades, avant de venir sur ce plateau, on s'est posé justement la question de savoir, on a fait sortir les archives, l'état d'urgence sécuritaire, c'est dans la région des Savanes. Pourquoi le communiqué du ministre parle de la région Kara et de la région centrale? Peut-être on anticipe. Ce n'est pas une question d'anticipation, c'est une violation grave. Vous savez, pour avoir l'état d'urgence, le gouvernement ne décrète pas l'état d'urgence, il passe par l'Assemblée, Vous savez ça? Et l'état d'urgence qui a été décrété, c'est dans la région des Savanes. Maintenant, pourquoi on dit, le communiqué dit, à cause de l'état d'urgence sécuritaire, on dit les associations, tout ça, on associe ça, il faut que le gouvernement explique aux gens. Parce que nous, moi je vous le dis, nous qui voulons supplanter ce gouvernement, qui voulons démocratiquement faire partie de ce gouvernement. Nous disons que... Bon, démocratiquement, on peut l'accepter. Nous pensons que le seul fait même que on demande déjà, vous savez, les associations, pour que les associations agissent, pour que vous soyez une association qui puisse agir en toute légalité, vous devez envoyer des dossiers au ministère. On doit vous autoriser. Donc, si une ONG, une association qui est connue déjà par le ministère de l'administration territoriale veut opérer, on n'a pas pris une loi interdisant les activités des associations. Mais on comprend, et je sais qu'il y a une situation dans le nord du pays. Et tout le monde se bat pour que cette situation. Mais de là à dire que les ONG veulent se mettre en place, alors que nous savons très bien que les ONG et les associations ont chacune des missions à accomplir. Si une association qui a été autorisée à sa mission à accomplir cette année, vous dites qu'on n'a qu'à les recenser pour envoyer, soit. D'accord, si votre communiqué parle de la région de Savanes, on peut... Même là aussi, j'estime qu'en droit, il y a une violation. Parce que vous ne pouvez pas autoriser une association et l'empêcher. Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'à cause de l'état d'urgence, qu'on ne fasse... Si, c'est ça qu'il faut que ça soit clair. Maintenant, pourquoi on a élargi aux choses? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, votre anticipation, c'est d'empêcher les formations politiques
d'aller faire des choses. Parce que quand on interdit immédiatement les associations, on ne permettra pas aux partis politiques d'aller au nord. Or, nous savons qu'actuellement, les partis politiques de l'opposition s'organisent pour reprendre le terrain. Vous pensez que le communiqué vise l'opposition? Oui, c'est ça. On empêche l'opposition. On connaît ce gouvernement. Notamment les forces socialistes. Tout le monde, y compris même ceux qui sont là avant, on veut les empêcher de s'exprimer dans le Grand Nord. Et vous savez, je vais vous dire, électoralement parlant, lorsque vous prenez l'électorat de la région centrale, Savane, tout ça là, vous compilez, vous savez ce que ça fait. Et le gouvernement, c'est une fraude qui est en train de se préparer. Autrement, oui, non, c'est une fraude qui en politique, nous on estime que c'est pour empêcher les gens. Mais ça va se comprendre, parce que quand les partis politiques seront prêts à aller vers là, je sais que le ministre Goussi va leur dire ce n'est pas possible. Mais au moins, vous avez vu, on va dire parce que lui, il est chef de l'État, lui, il a fait là tout ce qu'il a fait, une tournée la dernière fois là. Même si c'est des questions politiques, est-ce que ce n'est pas une pré-campagne qu'il est en train de faire? On va dire non, c'est le chef de l'État de tout l'État. D'accord. Mais en même temps, tout le monde sait qu'il fait une pré-campagne. J'ai dit, est-ce que les autres partis politiques ne sont pas... Mais je vais vous donner davantage des informations. Dans le cadre de l'agriculture. Vous savez, indépendamment du fait que le ministre Boukessi prend les dispositions politiquement, déjà, parce que les vraies raisons, je vous ai dit, c'est politique, parce que c'est pour amener les politiques à ne pas bouger. C'est pour cela qu'on bloque déjà les associations. Autrement dit, moi, je suis ministre de l'administration territoriale. Une association qui est légale, moi, je suis ministre une association qui est légale, c'est même aujourd'hui qu'il faut les utiliser pour m'aider à combattre le djihadisme et non les interdire des activités. Je peux même les utiliser pour m'enlever. Pourquoi il faut? C'est parce qu'on vise les partis politiques. Je vais vous dire, vous savez qu'il y a une loi qui va bientôt davantage limiter les partis politiques bientôt. Si vous ne savez pas, M. Firmin peut le confirmer. Le gouvernement a donné 1 an aux partis politiques de se conformer. Ouais. Après avoir fait des lois, on a verrouillé les lois. Vous savez qu'au Togo, ce n'est plus possible de manifester. Vous savez ça? Après, on manifeste, non? La DMK manifeste, personne n'interdit à qui que ce soit de manifester. Oui, mais à manifester quoi? Vous allez voir. Donc, ensuite, on a réduit l'espace médiatique. Vous savez ça? L'espace médiatique a été constamment réduit, systématiquement. Ah bon? Ensuite, oui, mais vous parlez librement sur cette chaîne. Je dis, des émissions souvent. Jusqu'à quand? C'est que nous sommes en train de... Après, nous tous nous critiquons le gouvernement. J'ai dit, vous voulez que si un jour, l'occasion, nous allons parler, nous savons pourquoi nous parlons chez nous, nous savons et nous prions Dieu qu'un jour qu'on ne nous censure pas. Voilà qu'on ne nous censure pas. Parce que combien de personnes, vous dites combien de personnes qui viennent ici, qui parlent? Combien de personnes les gens viennent critiquer le gouvernement? Oui, d'accord. Et vivement que cela puisse continuer. Mais c'est pas pour ça que les autres médias... Vous avez vu beaucoup de la HARC aujourd'hui, est là comme un gendarme contre les gens de la presse. La HARC, qui devait être une organisation qui devait nous aider à faire avancer la démocratie, je regrette. La HARC, à tout moment... Et ça, c'est une violation des libertés individuelles et collectives. Et la Cour suprême est en train de donner raison à notre confrère Liberté. Mais il y a la justice qui est là. Il y a la justice qui est là. La HAC, je dis, mais maintenant, pour chuter, non seulement les espaces médiatiques sont réduits, les partis politiques vont être bientôt verrouillés, il va rester peut-être 3 ou 4 partis politiques au Togo. Et par anticipation, parce qu'il y a les élections, on dit, les associations, il faut les réguler, tout ça. Mais si une association est libre à montrer au ministère de l'administration territoriale ses objectifs, ce qu'elle veut faire, si elle veut sensibiliser même contre pour faire qu'on fasse en sorte, donc, il ne faut pas qu'il fasse. Donc, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire au Togo? Donc, finalement, je donne raison à Firmin qui dit que au Togo, il faut qu'on laisse tomber purement la démocratie, qu'on retourne au parti unique. Parce que ce qui est en train d'être fait... Mais je n'ai jamais dit ça. Est-ce que ça va amener les Togolais à être en unisson? Moi, j'aurais aimé que le ministre plutôt demande à toutes ces associations légales-là de se fédérer autour du ministère, autour du gouvernement, pour faire un combat, que de les menacer, de dire il faut les... Voilà, en fait, il me semble que Jamais Sossou est en train de... C'est un homme politique. De donner une lecture pas trop claire de la décision du ministre. Pour le moment, on n'a pas encore interdit aux ONG de fonctionner au nord. On dit de recenser leur activité. On va recenser leur activité. Je sais pourquoi. C'est pour avoir un œil sur ce qu'ils font. S'il y a des choses illégales, n'oubliez pas. Il n'y a pas d'interdiction. Pour le moment, on n'interdit à personne. C'est pas des associations. Oui, c'est-à-dire. Qui sont reconnus par le ministère. C'est reconnu par le ministère, mais on ne sait pas si. Vous savez, quand le ministère a demandé aux mairies de contrôler les églises aussi, vous savez ça aussi. Oui, attendez. Nous sommes en train d'aller de violation en violation des libertés.
attendez, individuelles collectives. Regardez, vous savez il y a des églises, par exemple, qu'on a autorisées dans ce pays. Non, c'est pas ça. Il y a des églises, par exemple, je donne un exemple. Il y a des églises qu'on a autorisées, dont on a autorisé l'ouverture dans ce pays. Mais si les églises commettent peut-être des erreurs, on peut les rappeler à l'ordre. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, on interdit à aucune ONG de fonctionner au nord pour le moment. Mais le gouvernement veut juste avoir un œil. C'est tout. Personne n'interdit. Ça a été compris, on comprend vos positions. Les ONG qui ont été toujours partenaires du gouvernement depuis des décennies, tout ça là, dont on ne les fait pas confiance aujourd'hui, qui sont reconnus au ministère de l'administration territoriale, qu'on a la possibilité. Mais je pense que ce que le gouvernement est en train de faire est beaucoup salutaire. Merci beaucoup à vous. Et puis au niveau de la restriction, mais c'est-à-dire, au nom de l'état d'urgence sécurité, vous savez, le droit disparaît. Pourquoi c'est étalé à Cara? Allez, merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Germain Sossou, on va se revoir la semaine prochaine. Ça va être un plaisir. Vous êtes homme politique des forces socialistes de l'avenir. Merci également à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. Louis Kamako, merci à vous. Vous êtes un confrère, vous êtes également analyste politique. On dit également merci à nos chers amis scotchés. On vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. À la semaine prochaine.